Les ceintures sont déjà attachées, la pression ne commence pas, et elle continue. Dès l'aube, Ibrahim Traoré ne parle pas de promesses, il parle d'endurance. 3 années sous tension ne sont pas un accident. Elles ont entraîné une administration entière à fonctionner sous contrainte permanente. Et en 2026, cette contrainte devient la norme, pas un avertissement, une condition de travail. L'image de l'avion en bout de piste n'est pas une métaphore légère. C'est un choix narratif brutal. Quand un appareil atteint V1, il n'y a plus de demi-tour possible. Reculer devient plus dangereux que continuer. Ce que Traoré annonce n'est donc pas une accélération émotionnelle. C'est le verrouillage d'une trajectoire. La pression va augmenter. Pas parce que la situation l'exige soudainement, mais parce que le système a été préparé à l'encaisser. Travailler sous pression est devenu une compétence collective. Et une fois cette compétence acquise, le relâchement devient une régression. Il félicite, puis il resserre l'étau. Il salue, puis il exige davantage. Ce n'est pas contradictoire, c'est stratégique. La reconnaissance sert ici à légitimer l'intensification. Quand les résultats sont jugés parlants, ils cessent d'être un aboutissement, ils deviennent un point de départ. Le message est clair, ce qui a été supportable hier devient insuffisant demain. Quand l'effort prolongé est normalisé, le confort devient suspect. Traoré ne s'adresse pas seulement au sommet de l'État, il étend la pression jusqu'au village, parce que la révolution, telle qu'il l'a décrit, ne fonctionne pas par délégation, elle fonctionne par contamination. Chaque échelon absorbe la tension et la transmet. À partir de là, une bascule s'opère. Si la pression est acceptée collectivement et qu'elle cesse d'être perçue comme une contrainte, elle devient un devoir. Et une fois que le devoir est internalisé, l'échec n'est plus attribuable au contexte. Il devient personnel. C'est là que le vrai test commence. Quand Traoré parle de résultats, il ne les liste pas. Non, il les utilise comme une arme contre le doute. L'agriculture devient le premier champ de bataille symbolique, pas parce qu'elle est nouvelle, mais parce qu'elle concentre tout ce qui était jugé impossible. Production record, des nouvelles spéculations, introduites malgré les railleries, malgré les avertissements, malgré les voix internes qui expliquaient calmement que ce n'est pas la priorité. Ce refus d'écouter n'est pas de l'entêtement, et c'est une méthode. Dans ce récit, les petits esprits ne sont pas seulement des sceptiques, ils incarnent une force d'inertie, ont une logique qui protège le statu quo en déguisant la peur en réalisme. Traoré inverse la charge. Ce qui était qualifié d'irréaliste devient une preuve de lucidité. Ce qui était présenté comme prudent devient un frein. Le cacao, le café, le blé, l'ananas, la vigne. Les noms s'enchaînent comme des coups portés à une même idée. Le Burkina Faso ne serait condamné qu'à produire pour les autres. Ici, la transformation locale n'est pas un détail économique, c'est un acte politique. Produire, transformer, consommer sur place, créer de l'emploi, fermer la boucle. Une fois ce principe posé, la logique s'étend. L'agriculture n'est plus un secteur, c'est un précédent. Si cela a été possible ici, alors l'argument de l'impossibilité s'effondre ailleurs. Quand une impossibilité tombe, toutes les autres deviennent suspectes. Le discours ne nie pas la difficulté, il la revendique. Il rappelle les moqueries, les tentatives de découragement, les voix qui ricanent avant même que le premier pas soit posé, mais il refuse de leur accorder un statut analytique. Elles ne sont pas des contre-arguments, elles sont des bruits parasites, et c'est là que le basculement psychologique s'opère. Le courage n'est plus héroïque, il devient routinier, l'effort n'est plus exceptionnel. Il devient attendu. Une fois que le citoyen du village est inclus dans cette dynamique, la révolution cesse d'être un projet étatique. Elle devient une posture collective, une attitude face au réel. À ce stade, le message n'est plus
2. Regardez ce que nous avons fait. Il devient 2. Tiens, voilà ce qui arrive quand on cesse d'écouter ceux qui expliquent pourquoi il ne faut rien tenter. Puis le discours change d'échelle. Après la terre, l'esprit. Après produire, former, l'éducation n'est pas présentée comme une promesse abstraite, elle apparaît comme une infrastructure lourde, des amphithéâtres déjà construits, des textes déjà adoptés pour les équiper, d'autres en préparation. Ici, rien n'est conditionnel, ce qui compte n'est pas l'intention, mais l'irréversibilité du mouvement. Le basculement est net de l'enseignement général cesse d'être le centre de gravité. La priorité glisse vers le professionnel et le technique, non pas parce que la culture serait secondaire, mais parce que le temps est devenu une contrainte stratégique. Former pour produire, former pour transformer, former pour rattraper. Traoré le dit sans détour, 2 écons, le pays est en retard, pas légèrement, structurellement. Comparer le présent aux années 1800 n'est pas une provocation gratuite, c'est une violence verbale assumée. Elle sert à casser toute illusion de confort, à rappeler que le rythme actuel n'est pas seulement insuffisant, il est dangereux. Et c'est ici que la pression narrative atteint un nouveau seuil. Il ne s'agit plus de progresser, tiens, il s'agit de sauter. Sauter 100 ans en moins de 5, passer aux années 1950 comme on franchit une marche intermédiaire, puis remettre la pression. Encore, toujours, parce qu'une fois que le retard est nommé, l'inaction devient une faute consciente, le laboratoire, les équipements, le microscope électronique à balayage ne sont pas cités comme des trophées technologiques. Ils jouent un autre rôle. Ils signalent la fin d'une dépendance silencieuse, de 2, aller chercher ailleurs ce qui peut être fait ici, faire la recherche sur place, découvrir sur place, échouer, corriger, recommencer sur place. À partir de là, un message implicite s'impose quand les outils sont là, l'excuse disparaît. La science, la santé, la formation ne sont plus des secteurs isolés. Ils deviennent des leviers de souveraineté pratique. Chaque centre construit, chaque équipement installé réduit un peu plus l'argument du « ce n'est pas possible ici ». Ce discours ne cherche pas à rassurer, il cherche à responsabiliser. Il ne promet pas le rattrapage, il impose la course. Une fois que le pays accepte l'idée qu'il peut condenser le temps, rester immobile devient le choix le plus risqué parce que désormais, le retard n'est plus hérité, il est entretenu. Et quand un retard est entretenu volontairement, il cesse d'être une fatalité, il devient une décision. Puis vient le moment où le discours cesse d'être symbolique, il devient massif, il devient matériel, il devient irréfutable. L'autoroute n'est pas présentée comme un projet, elle est décrite comme une rupture de méthode. Voilà ça, un chantier hérité, bloqué depuis plus d'une décennie, transformé en test de souveraineté opérationnelle, 2 fois 2 voies. Pas parce que c'est raisonnable selon les standards extérieurs, mais parce que penser petit coûte plus cher sur le long terme. Les chiffres ne sont pas jetés pour impressionner, ils servent à exposer un piège, des milliers de milliards, des financements étalés sur 50 ou 60 ans, une dette contractée au nom de générations qui ne sont pas encore nées. Ici, le refus n'est pas idéologique, il est arithmétique. Quand les propositions étrangères exigent du temps, de la dette et de la dépendance, le choix de faire soi-même devient rationnel, pas héroïque, rationnel. C'est là que la narration se durcit. Confiance dans les ingénieurs locaux, mobilisation d'équipements massifs, des centaines de bulldozers, un rythme de nettoyage qui pulvérise les délais annoncés, 40 jours, plus de 70% du travail accompli. Ces détails ne servent pas à glorifier la performance. Ils verrouillent le débat, ils rendent la contestation abstraite. Face à des machines en mouvement, l'argumentation théorique se vide de sa substance. Le message implicite est brutal. Quand la capacité est prouvée, le doute devient une posture idéologique, pas une analyse.
À partir de ce moment, l'infrastructure cesse d'être un secteur prioritaire parmi d'autres. Elle devient la colonne vertébrale du système, civil, bien forces armées, sécurité intérieure, tout converge vers la même réalité, deux quêtes sans route, rien ne circule, ni les biens, ni les hommes, ni l'autorité. Et une fois que cette logique est acceptée, une conséquence s'impose. D'autres autoroutes doivent suivre, d'autres chantiers doivent s'ouvrir. La cadence ne peut plus ralentir sans remettre en cause l'ensemble. Ce n'est plus une question de réussite, c'est une question de cohérence. Quand un pays démontre qu'il peut faire seul, revenir au schéma d'avant devient une capitulation silencieuse. Et cette capitulation n'est pas négociable. Elle se paie en crédibilité, en temps perdu, en dépendance réinstallée. À ce stade, la pression n'est plus seulement interne, elle devient historique. C'est ici que le discours cesse définitivement d'être administratif. Il devient conflictuel et volontairement, quand Traoré nomme les impérialistes, il ne cherche pas l'effet de manche. Il désigne une constante, une force qui n'apparaît jamais au début des révolutions, mais toujours dès qu'elle commence à produire des résultats visibles. La contestation externe n'est pas déclenchée par l'échec, elle est déclenchée par la réussite. Ce point est central. Si rien n'avait changé, personne ne s'acharnerait à salir la communication hostile, les tentatives de démoralisation, les pressions indirectes ne sont pas décrites comme des réactions émotionnelles. Elles sont présentées comme des mécanismes rodés, des outils activés quand un système commence à sortir de l'orbite prévue pour lui. Mais Traoré ne s'arrête pas là, il introduit une seconde ligne de fracture, plus inconfortable. Les esclaves de salon, ceux qui ne sont pas à l'extérieur, mais à l'intérieur. Ceux qui ne produisent pas la domination, mais la relayent. Et ici, le vocabulaire choque volontairement. Pas pour provoquer gratuitement, mais pour casser une ambiguïté dangereuse. Toutes les oppositions ne jouent pas le même rôle. Certains critiquent, d'autres paralysent. Dans cette narration, ces figures ne sont pas des adversaires politiques classiques. Elles sont décrites comme structurellement incapables de reconnaître le réel, même face à l'évidence, même face aux faits matériels. Montrer le soleil en plein jour ne suffit pas. Le déni devient identitaire. Ce passage marque un tournant. Le débat cesse d'être argumentatif. Il devient civilisationnel. À partir de là, la seule réponse valable n'est plus la justification. C'est la production. Usine, infrastructure, emploi, avancer pendant que d'autres parlent, créer pendant que d'autres commentent. Cette dissymétrie n'est pas accidentelle, elle est assumée. Puis le discours bascule vers le sécuritaire, non comme un thème isolé, mais comme une continuité logique. Les forces de défense, de sécurité, les VDP, eux aussi ont subi les mêmes campagnes. Intimidation, menaces, des pressions médiatiques, ONG instrumentalisées. Le schéma est identique, la cible change, la méthode reste. Et là encore, le critère n'est pas le discours, c'est le terrain. Des zones sécurisées, des frontières atteintes, des objectifs opérationnels concrets. Quand les résultats apparaissent, le bruit s'éteint. Ceux qui criaient le plus fort disparaissent les premiers. Ce passage est essentiel parce qu'il introduit une règle implicite. Dans ce système, la légitimité ne vient plus de l'approbation extérieure. Elle vient de l'efficacité constatée. Une fois cette règle acceptée, tout change. Le regard se retourne vers l'intérieur, vers ceux qui participent, vers ceux qui construisent, vers ceux qui tiennent sous pression. Traoré élargit alors l'appel, ingénieurs, techniciens, travailleurs, tous ceux qui peuvent contribuer. L'histoire, dit-il, ne retiendra pas les commentateurs, elle retiendra ceux qui auront posé les fondations. C'est une invitation, mais aussi une mise en demeure. Participer ou accepter d'être spectateur, et c'est là que la pression finale s'installe. Si l'on admet que ce moment est historique,
alors l'inaction cesse d'être neutre, elle devient un choix, un renoncement assumé à faire partie de ceux qui auront construit. À ce stade, la question n'est plus est-ce que c'est difficile 3S. Là, la question devient qui portera le poids d'avoir laissé passer cette fenêtre 3S. À ce stade du discours, quelque chose est déjà scellé. La pression n'est plus une consigne, elle est devenue un filtre. Ceux qui tiennent restent, ceux qui faiblissent se révèlent. Traoré ne demande plus l'adhésion. Il constate une sélection en cours. Les chantiers avancent, les forces tiennent, les projets s'enchaînent. Et pendant ce temps, une partie observe, commente, attend l'erreur. Cette attente n'est pas passive. Elle espère l'échec pour justifier l'immobilisme. Mais l'échec ne vient pas. C'est ici que la narration change de nature. Elle ne cherche plus à convaincre les sceptiques, mais elle les contourne. Parce qu'une révolution qui dépend encore de l'accord de ceux qui doutent est déjà en retard sur elle-même. Le discours rend hommage, non pas pour flatter, mais pour fixer un modèle. Les soldats, les forces de sécurité, les VDP, ils avancent malgré la fatigue, malgré la pression psychologique, malgré les campagnes hostiles. Ils ne sont pas présentés comme des héros mythiques. Ils sont décrits comme des travailleurs de l'endurance. Ce détail est clé. L'héroïsme spectaculaire épuise l'endurance quotidienne, construit. À partir de là, une règle implicite s'installe. 2. Ce qui compte n'est pas l'intensité d'un moment, mais la capacité à durer. Tenir sous pression devient une compétence civique, une norme collective. Et quand une norme se généralise, elle redéfinit la frontière entre l'acceptable et l'insuffisant. Travailler un peu n'est plus respectable. Il faut tenir la cadence, la maintenir, la transmettre. C'est dans ce contexte que Traoré parle d'histoire, pas comme d'un récit glorieux à venir, mais comme d'un verdict futur. Ceux qui participent aujourd'hui pourront dire j'y étais, pas pour se vanter, pour se situer. Inversement, ceux qui restent en dehors devront vivre avec une autre phrase de Cyrano. Ça se passait pendant que je regardais. La pression devient alors existentielle. Elle ne porte plus seulement sur la performance, elle porte sur l'identité. Qui sommes-nous quand le pays accélère? 3 des acteurs ou des commentateurs. 3. Cette question n'est jamais formulée explicitement. Elle n'en est que plus efficace. Elle s'insinue, elle travaille, elle force chacun à se positionner sans débat public, sans vote, sans déclaration. À ce stade, le système n'a plus besoin de slogans, il fonctionne par gravité, il attire ceux qui veulent construire, il repousse ceux qui préfèrent expliquer pourquoi c'est impossible. Et une fois que cette dynamique est enclenchée, le retour en arrière devient coûteux, pas politiquement, psychologiquement, socialement, car renoncer maintenant ne serait pas seulement abandonner un projet, ce serait admettre que l'on n'a pas tenu. À ce point du récit, le discours ne pousse plus. Il observe les conséquences et quand la pression devient permanente, elle produit 2 effets opposés. Elle élève certains et elle fracture d'autres. Et cette fracture n'est pas idéologique, elle est comportementale. Ceux qui intègrent la cadence s'adaptent. Ceux qui la refusent parlent de dérive, d'excès, de danger, certains. Mais ce désaccord arrive trop tard, parce que le système décrit par Traoré a déjà déplacé le centre de gravité. La question n'est plus de savoir si la pression est juste, elle est de savoir si l'on est capable de vivre sans elle. Et dans un environnement présenté comme historiquement en retard, l'absence de pression devient elle-même un risque. C'est là que le silence devient un choix stratégique. Se taire, ce n'est plus rester neutre, c'est accepter que la trajectoire continue sans soi. 3 scénarios se dessinent alors, sans être explicitement formulés. Si cette dynamique est pleinement acceptée, le pays s'habitue à l'effort continu. La norme se déplace, le travail sous tension devient une culture. Le progrès n'est plus célébré, il est exigé. Si elle est rejetée frontalement, la rupture devient inévitable
pas sous forme de débat, mais sous forme de décrochage. Ceux qui refusent la cadence se marginalisent eux-mêmes, ils ne bloquent pas le mouvement, ils s'en extraient. Et si le silence domine, si la majorité observe sans s'engager, alors une autre conséquence apparaît. Le système avance porté par une minorité sursollicitée. L'endurance devient inégale. Le risque n'est plus l'opposition, mais l'épuisement concentré. C'est ici que le discours de Traoré cesse d'être un message. Il devient un miroir, il ne dit plus quoi faire. Il montre ce qui arrive quand on ne choisit pas. La pression n'est ni bonne ni mauvaise en soi. Elle est un révélateur, elle expose les capacités réelles, elle force les priorités, elle rend visible ce qui, autrement, resterait dissimulé derrière des discours de principe. À ce stade, l'auditeur n'est plus invité à applaudir. Il est contraint de s'auto-évaluer. Suis-je en train de tenir? Dorsai. Suis-je en train de suivre? Troise. Ou suis-je déjà en train de décrocher? Trois, la révolution, telle qu'elle est racontée ici, ne promet pas l'unité, elle promet la clarté. Et cette clarté a un prix. 2, elle oblige chacun à assumer sa place dans l'accélération ou en dehors. À la fin, il ne reste plus que le temps. Et ce que chacun en a fait, le discours ne se clôt pas par une menace, il se termine par un souhait de santé, de courage, de lucidité. Ce détail est loin d'être anodin quand la pression devient structurelle. La fragilité humaine n'est plus un angle mort, elle devient une variable stratégique. Travailler sous tension exige un corps qui tient, un esprit qui ne cède pas, une famille qui soutient. Sans cela, la cadence casse, pas à cause de l'ennemi, à cause de l'usure. C'est peut-être là le point le plus sous-estimé du message. La révolution ne sera pas perdue par un choc frontal, elle pourrait l'être par l'épuisement silencieux, par l'accumulation de fatigues non dites, par la normalisation d'un effort que tout le monde ne peut pas soutenir indéfiniment. Le discours laisse alors une question ouverte, sans la formuler. Combien de temps peut-on maintenir la pression avant qu'elle ne change de nature? 3. Si elle est assumée collectivement, elle devient une culture. Si elle est portée par une minorité, elle devient une charge. Si elle est niée, elle se transforme en fracture. À partir de là, l'enjeu n'est plus seulement de construire des routes, des écoles ou des laboratoires, il est de construire des relais, des transmissions, des mécanismes de respiration, sans quoi même les projets les plus justes finissent par s'effondrer sous leur propre intensité. Ce récit ne demande pas l'adhésion aveugle, il exige la lucidité. Accepter cette trajectoire, c'est accepter d'y prendre part réellement. Refuser, c'est accepter d'en subir les effets sans les influencer et rester silencieux. C'est laisser les autres décider du rythme à votre place. Il n'y a pas de position confortable dans cette équation, seulement des choix différés. La vraie question n'est donc pas de savoir si la pression est trop forte, la vraie question est de savoir si le pays apprend à la distribuer ou s'il la laisse concentrer jusqu'à la rupture. Cette pression est-elle le moteur nécessaire d'un rattrapage historique ou le germe d'une fatigue future? 3. La peut-elle devenir une culture sans devenir une contrainte inhumaine? 3. Réfléchir à ces questions, c'est déjà participer.